Bienvenue dans cette édition du mois d'octobre pour les clés du réajustement. Je rappelle un peu le concept des clés du réajustement. C'est une séance de 30 minutes environ où vous avez l'opportunité, si vous êtes tiré au sort, d'exposer votre problématique et de recevoir un éclairage en coaching astro-stratégique. Qu'est-ce que le coaching astro-stratégique ? Je me base sur votre carte natale pour aller voir vos forces, aller voir les points de divergence, aller voir vraiment les réponses quelque part à votre problématique. Et puis, dans tout ça, s'il y a besoin, il peut y avoir des outils, des neurostratégies, des outils énergétiques, il peut y avoir des outils herbalistes. Je pioche comme ça dans mon sac de Mary Poppins pour vous apporter un éclairage le plus complet possible. Et bien évidemment, on peut aussi utiliser les clés métaphoriques. Les clés métaphoriques, ce sont des métaphores visuelles qui font appel à des images puissantes et fortes qui vont également apporter un éclairage sur votre problématique. Alors, ce mois-ci, c'est Karine qui a été tirée au sort et Latissa, et on va commencer par Karine. Karine qui nous expose sa question. Elle est actuellement en remise en question sur son projet professionnel. Elle a un poste dans le contrôle sanitaire. Elle a eu un magasin en fait et elle a été contrainte de le fermer parce que ça n'a pas fonctionné. Du coup, elle est retournée vers son ancien métier qui, en l'occurrence, c'est le contrôle sanitaire. Et elle a des difficultés à se sentir épanouie dans son job et elle se pose des questions sur vraiment ce qu'elle a envie de faire. Et l'idée ici pour Karine, ça va être d'aller voir sa carte, d'aller voir un petit peu, quelles sont les zones qui pourraient lui plaire en fait, quels sont les appuis dans sa carte, quel est le domaine qui peut l'intéresser. Et on va voir qu'elle a une carte vraiment intéressante. Je la mets tout de suite. Karine, déjà ce qui saute aux yeux, c'est vraiment ce stellium. Qu'est-ce qu'un stellium ? C'est quand on a beaucoup de planètes, plusieurs planètes dans une maison ou dans un signe. Et donc là, en l'occurrence, on peut voir qu'il y a un stellium en maison 2, en Capricorne et en Verseau. Et donc, vos talents personnels, vos talents naturels vont porter sur la valeur. Alors, ça peut être la valeur financière, mais pas que. C'est aussi la valeur que je me donne, la valeur qui est donnée aux choses et donc pas nécessairement financière. Ça parle aussi, cette maison 2, de la sécurité, ça parle des ressources qu'on va générer par soi-même. C'est par mon travail ici que je vais générer de l'argent, c'est par mon travail que je vais générer des ressources, c'est par mon travail que je génère ma valeur. À la différence de la maison 8 qui nous parle aussi des valeurs, qui va nous parler également d'argent, mais ça va être l'argent gagné par les autres. Ça peut être les legs, ça peut être les donations, vous voyez. Et donc là, on est vraiment dans ce que moi, je vais générer par mon travail. Donc on voit avec ce stellium en maison 2 que la valeur, c'est extrêmement important. Certainement qu'il y a aussi une importance à être dans le confort matériel, dans le confort financier, de se sentir en sécurité. Il y a cette idée derrière de je me sens sécurisée par ma situation matérielle. Et certainement que c'est un besoin aussi. Ça nous parle de ressources, ça nous parle de standards, de systèmes, ça nous parle de tout ça. On a Saturne, Lune, Neptune, Uranus en Capricorne, et puis on a Mars et Vénus en Verseau, maison 2, mais Verseau. Et donc, ça nous invite ici un petit peu à mixer avec ce stellium entre la structure de Saturne, c'est le cadre, c'est les choses très cadrées, très structurées, c'est aussi les efforts sur le long terme, le fait de pérenniser ces efforts, vraiment, c'est... Quelque part, c'est l'ambition, mais c'est l'ambition sur la durée. Je lâche pas le morceau, je suis tenace à la tâche. Et l'innovation. Le Verseau, c'est l'innovation, c'est aussi le collectif, c'est l'envie de servir le collectif, mais tout en étant innovant, et c'est parfois là où on nous attend pas. Donc, il va falloir mettre de l'ordre, fiabiliser, mais en modernisant. Il y a aussi un goût pour la liberté avec ce Verseau, mais j'y reviendrai. Ensuite, on peut regarder un petit peu ce Soleil et puis Mercure qui sont conjoints, qui sont en Bélier en maison 4, et puis Soleil-Mercure opposé au milieu de ciel, et également carré à Jupiter. Donc, il y a quelque part ici un besoin d'initier depuis votre base. La maison 4, c'est le foyer, c'est les racines, c'est la ressource comme ça. Et donc, il y a un besoin d'initier les choses parce qu'on est en bélier ici, donc on est plutôt un leader. Un soleil bélier ici, ça nous donne vraiment quelqu'un qui impulse, quelqu'un qui a envie d'être un leader sur le sujet, qui a plein d'idées, qui fonce, parfois peut-être un peu trop, et donc qui va avoir du mal à se canaliser. Avec cette conjonction Mercure, ça peut être aussi une parole un petit peu tranchante, qui ne prend pas de détour, une parole franche. Et donc,
il y a ce besoin d'initier, mais n'oublions pas depuis votre base. Parce que la maison 4, c'est vraiment ce côté cocooning, rassurant, qui va un petit peu faire écho aussi à ce Jupiter en Cancer, ce Chiron en Cancer. Donc, il y a aussi certainement un besoin d'indépendance, mais avec un cadre bien choisi pour être rassuré. Et puis, de définir vous-même le terrain de jeu. Ça va être à vous, finalement, de déterminer là où vous voulez impulser, là où vous voulez être la leader, etc. Et on observe qu'il y a une tension entre ce que le public, les autres vont percevoir et puis votre manière directe d'agir, de penser. Mercure nous parle de votre pensée ici. Et donc cette tension, cet aspect de tension avec le milieu de ciel, et bien quelque part, c'est qu'est-ce que les autres attendent de moi, qu'est-ce que le public attend de moi. Et moi, c'est quoi ma façon naturelle de penser, ma façon naturelle de rayonner. Et vous peut-être que vous sentez justement un peu une tension entre ce que les autres attendent de vous et finalement vous, votre manière d'agir, de penser. Il y a aussi un risque de vous éparpiller sous une influence extérieure parce que Jupiter en maison 7, et Jupiter c'est aussi la planète des excès. Donc voilà, il y aura peut-être une vigilance à ne pas s'éparpiller, à faire attention à ce que les autres attendent et du coup ne pas s'éparpiller avec tout ça. Jupiter en Cancer, maison 7, qui est en tension, on l'a dit, avec le Soleil, avec Mercure, avec le milieu de ciel, avec Uranus. Donc, les associations, elles peuvent être amplifiées. Alors, pour le meilleur, parce que ça peut être très, très bon, ça peut être positif, avec vraiment quelque chose de favorable, une bonhomie, et puis un élan jovial dans les relations avec les autres, dans les partenariats, etc. Mais ça peut être l'inverse, parce que Jupiter, c'est aussi les excès. Et donc, vigilance aux partenariats qui peuvent un peu diluer votre cap, c'est-à-dire diluer votre plan d'action, diluer vos envies profondes, ou alors qui vont faire que les projets vont être un peu gonflés, vont être un peu surestimés, vont être un peu surévalués, surinvestis, et que si la base n'est pas solide, eh bien, ça peut un peu se dégonfler. On regarde aussi Vénus. Vénus, elle est en maison 2, elle est carrée à Pluton, Pluton qui est en maison 12. Et donc, il y a une relation au désir, à l'argent, aux valeurs qui est très intense. Ça peut être des excellentes aptitudes pour un peu débusquer tout ce qui fait partie de l'invisible, tout ce qui est tabou. Alors, ça peut être justement les tabous, si on reprend un petit peu sur quoi vous travaillez actuellement. Et votre expérience, même si là on n'a vraiment qu'une petite fenêtre de lecture, mais votre expérience aussi du coup d'avoir monté un business, un magasin et que ça n'ait pas fonctionné, eh bien ça peut être une faculté de débusquer les pertes, les fraudes, les tabous, les fuites, etc. Et puis aussi attention aux engagements qui soient financiers, qu'ils soient affectifs, qui peuvent éventuellement parasiter la clarté de la situation. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça colore chez vous? La première impression qu'on a comme ça, c'est que vous allez être plutôt quelqu'un de direct, de franche, de chaleureuse. On vous sent franche, optimiste, tournée vers le sens, vers l'utilité. Il y a un besoin de base, un besoin d'asseoir sa sécurité, un besoin aussi de liberté. N'oublions pas qu'il y a du Verseau qui est présent. Et je vais y venir, il y a un ascendant Sagittaire, donc il y a un besoin de mouvement. Il y a un besoin d'avoir des horizons qui s'ouvrent, de nouveaux lieux, de nouveaux sujets, de nouveaux réseaux, de nouveaux apprentissages, de la transmission aussi, et ça c'est aussi en lien avec le Sagittaire. Donc il va falloir éventuellement que vous avanciez par exploration. J'explore, je fais une synthèse, je partage. C'est un peu l'idée de votre thème et c'est ce que ça inspire. Donc un projet, le projet que vous allez mener, il doit avoir une vision. Il doit avoir un pourquoi. Pourquoi je le fais? Faut que ça ait du sens, en fait. Il faut vraiment que ça ait du sens. Faut que ça vienne servir aussi le collectif. Il y a l'idée que derrière, ça apporte au collectif, ça sert le collectif. Et donc, tout ça, ça va faire en sorte que ça va vous motiver. Un soleil en bélier, il y a une envie d'être leader, il y a une envie d'impulser. Et si vous êtes passive, je pense, dans votre job, il va y avoir de la lassitude. Alors, je ne sais pas au quotidien comment vous pouvez impulser dans le contrôle sanitaire, mais
Mais le contrôle sanitaire, je pense que c'est plutôt de l'ordre de je valide démarche qualité, ce genre de choses, valider si les process sont faits. Donc c'est intéressant parce que le milieu de ciel est en vierge et donc vous avez des capacités à être dans la rigueur, dans le côté méticuleux des choses, le côté habituel et routinier. Donc je dirais qu'un job comme ça, avec des caractéristiques en effet de contrôle, c'est très intéressant. Et je pense que ça peut être plaisant et que ça peut vous correspondre. Mais faut pas oublier quand même, il y a un Pluton fort dans votre thème, donc je pense qu'il y a besoin d'aller plus loin. Il y a un besoin un peu d'aller dans ce qui est transformateur. Donc peut-être qu'il manque une touche finalement dans ce que vous faites déjà, dans votre faculté à aller contrôler, à aller dans le détail, dans la minutie, de vérifier un peu en mode checklist. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait? Je pense que ça doit être vraiment dans vos objectifs et dans vos missions dans le contrôle sanitaire. Mais il doit manquer quelque chose. Et il doit manquer quelque chose, justement, dans l'idée de en quoi c'est transformateur? En quoi est-ce que j'apporte ma touche de transformation? Et en quoi est-ce que je suis un leader? En quoi est-ce que je peux avoir le lead là-dessus? Et n'oublions pas que l'ascendant en Sagittaire nous parle de voyage, nous parle de besoin d'apprendre, nous parle de se connecter aux cultures étrangères, de grands horizons, d'avoir une vision lointaine, nous parle aussi de sens, de quête de sens. Donc là, en quoi est-ce que votre profession actuelle vient apporter finalement cette quête de sens, vient nourrir cette quête de sens? Et peut-être que ça ne répond pas justement à ce besoin de faire les choses pour que ça ait du sens, pour que ça ait un sens plus grand. C'est ça l'idée. Il faut que ça ait un sens plus grand. Donc oui, il faut un cadre sécurisé où il va y avoir des habitudes, notre milieu de ciel en vierge, où il va y avoir des habitudes, où il va y avoir quelque chose de routinier, où il va y avoir des checklists, une méthodologie, au service aussi, un milieu de ciel en vierge, on est au service de l'autre. Et là, on rejoint aussi notre Mars en Verseau qui nous parle aussi du collectif. Donc il y a quelque chose de « je me mets au service du collectif ». Bon, dans le contrôle sanitaire, on est quand même au service de la population puisque quand on va contrôler au niveau sanitaire, on vérifie que finalement les prestations sont au niveau attendu. Mais c'est large tout ça. C'est hyper large. Est-ce que finalement, au quotidien, vous le sentez que vous aidez les bénéficiaires? Est-ce que vous sentez que vous aidez la population à avoir des services de qualité? Je pense que non, je pense que vous êtes un peu déconnecté de ça finalement et que c'est à vous de vous rappeler que vous êtes en train de prendre soin finalement de garantir la qualité des soins par exemple. Donc oui, il y a un intérêt dans ce que vous faites et un intérêt collectif, mais qu'à mon avis, vous ne percevez pas dans l'immédiateté. Et ça peut faire que vous perdez cette quête de sens. Ce Sagittaire. Il y a aussi, avec ce Sagittaire, un besoin de culture étrangère, de voyage. Vous n'en parlez pas dans votre présentation, mais est-ce que vous aimez voyager? Est-ce que vous aimez les cultures étrangères? Est-ce que vous aimez les grands horizons? Et là, ça pourrait être très utile d'aller plus loin sur cette thématique. Le maître d'ascendant, c'est la planète qui va gouverner le signe de votre ascendant, c'est Jupiter. Et Jupiter est en Cancer en maison 7. Donc la maison 7 est importante, le Cancer va être donc importante, et donc votre expansion, votre bonhomie, oui, on ne peut pas parler autrement, votre expansion, votre développement, eh bien, va passer par les alliances. Et donc, en effet, une potentielle clientèle. Et c'est là où votre magasin, eh bien, vous étiez dans le bon axe. Partenariat, clientèle. Et puis, pourquoi pas une posture de soin, de protection. On est dans le Cancer ici. Donc, il y a le prendre soin de l'autre. Je ne sais pas dans quel domaine était votre magasin. Et il serait intéressant de le savoir, du coup, dans quel domaine vous aviez ce magasin, qu'est-ce que vous vendiez. Voilà, ça pourrait être très intéressant. Les atouts de ce placement-là de votre maître d'ascendant, eh bien, c'est de créer des relations de confiance, de pédagogie bienveillante, de fédérer. Il y a vraiment cette idée quand même avec cet ascendant Sagittaire de transmettre à l'autre. Et du coup, avec ce maître d'ascendant Jupiter en Cancer en maison 7, eh bien, je transmets à l'autre, peut-être
peut-être dans des partenariats, peut-être dans des relations de dualité, en one-to-one, et donc peut-être pas nécessairement en clientèle importante. Parce qu'il y a cette idée de cancer, de prendre soin, avec en plus un soleil en maison 4 qui nous rappelle ce cancer. Donc, il y a une idée derrière, de prendre soin de l'autre, de l'envelopper, de cocooner, de créer un espace de sécurité. Et toujours en faisant ce lien aussi avec la Vierge du milieu de ciel, il y a vraiment cette idée de prendre soin. Parce que la Vierge, elle est au service de. Elle doit rendre service, elle peut même être servicielle, aller au-delà finalement du rendre service, dépasser un peu tout ça et devenir servicielle et non plus au service de. Et du coup, ça nous parle vraiment de cette idée-là, mais avec ce Pluton en maison 12, en Scorpion, moi je me dis quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre du transformationnel. Si j'essaie déjà de faire une première synthèse, il y a un atout pour créer des relations de confiance, une pédagogie bienveillante, besoin de transmettre, ou en tout cas vous êtes faite pour transmettre des choses, et dans l'idée que ce soit transformationnel. La maison 12, c'est la maison aussi de l'isolement, de la spiritualité, l'éveil des consciences, etc. Donc, dans quelle mesure vous avez quelque chose à transmettre qui peut aider les gens à sortir finalement de leur isolement, ou à l'inverse, à s'accorder des temps d'isolement. Voilà, voyez si ça résonne en vous, et si ça résonne avec aussi votre histoire. On ne transmet jamais aussi bien que ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. Ce qu'on peut voir, du coup, avec toujours cet ascendant et ce maître d'ascendant, donc relation de confiance, pédagogie bienveillante, fédérée, il y a cette capacité d'être un leader, n'oubliez pas. Eh bien, le piège aussi, c'est de se disperser, de promettre trop, de vous laisser embarquer par l'enthousiasme des autres. Donc là, il va falloir cadrer. Et vous avez de quoi cadrer avec tout ce Capricorne. Vous avez de quoi cadrer, clairement. Il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition matérielle. Il y a de l'ambition au niveau du travail, de la carrière. Il y a cette ambition. Il y a cette énergie d'être tenace dans ce que vous entreprenez. On a du coup un Saturne fort, puisqu'il est ici en domicile de signe. Donc vraiment, il y a quelque chose de structurel. Du coup, ça nous donne aussi peut-être de l'exigence, et peut-être beaucoup d'exigences dans le milieu professionnel, sachant qu'on a déjà de la Vierge, donc de la méticulosité, le fait d'aller dans les détails, etc. Et avec ce Saturne-là, qui est fort, eh bien en effet, peut-être qu'on a tendance à aller dans les détails et vraiment à être exigeant envers soi, envers les autres. Voyons maintenant, dans ce stellium, rappelez-vous toutes ces planètes en maison 2, cette synergie entre le Capricorne et le Verseau. Alors, vous n'êtes pas vendeuse de rêves, il y a plutôt l'idée derrière d'être passeuse de sens, passeuse de structure. On parle ici du Capricorne ambitieux, structuré, qui met les limites, qui met le cadre, et du Verseau, qui est pour le collectif, qui a des idées novatrices, qui a besoin d'être différent. Et Capricorne, qui à l'inverse, aurait plutôt besoin d'être dans le moule, d'être dans le cadre établi. Donc, il faut réussir à marier tout ça, parce que c'est pour le meilleur si vous les mariez. Et donc, si on traduit tout ça un peu en langage professionnel, sur la thématique qui nous amène aujourd'hui à être ensemble, ça pourrait être formé, ça pourrait être en effet audité, standardisé, mais en gardant la liberté d'organiser vos missions, de varier les terrains. Finalement, ce que vous faites là dans l'audit, moi, je trouve ça plutôt en accord avec votre thème, je vous dis, sur la Vierge que vous avez en maison 10, sur toute la structure et le cadre que vous avez avec le Capricorne. Je dirais que ce qui vous manque, c'est le côté novateur, c'est le côté servir le collectif, c'est le côté transformationnel. Et du coup, peut-être qu'il y aurait une possibilité d'être vous-même
un agent, un professionnel d'audit indépendant qui ferait des missions de pré-audit, des missions d'accompagnement à l'audit, par exemple, ce genre de choses. Ça peut être aussi renouer finalement avec ce que vous avez voulu faire, avoir votre magasin. Et là, j'ai pas assez de données, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut aller creuser en séance pour aller voir c'était quoi la thématique de votre magasin, pourquoi vous l'avez fait, quels ont été les freins à ce que ça fonctionne, et voir comment ce projet-là, finalement, peut se modeler, peut se transformer avec les compétences que vous avez actuellement et que vous effectuez dans votre travail. Il y a peut-être un lien à faire, en fait, avec vos 2 casquettes. Il y a peut-être le lien, c'est peut-être finalement de pas vous avoir votre magasin, mais d'aller aider l'installation des personnes qui veulent faire un magasin, d'aller auditer, enfin, voilà. Vous voyez ou pas un peu l'idée? Il y a quelque chose certainement à mixer à ce niveau-là. Donc, en application concrète au travail, avec tout ce que je viens de dire, si je dois faire une synthèse, alors je suis pas rentrée dans tous les détails, il serait intéressant d'aller voir vraiment votre lune en détail, les besoins de votre lune, d'aller voir vraiment donc le soleil en bélier, en maison 4 ça nous donne un soleil cancer, donc il y a des teintes de soleil cancer avec la famille qui est important quand même derrière, et puis un soleil conjoint Mercure, voilà, il y a des détails bien évidemment, je suis dans une approche globale et vous donner quelques pistes de réflexion. Mais il serait intéressant d'aller beaucoup plus dans le détail, de comprendre que votre lune en Capricorne, c'est une lune plutôt intériorisée, qui va être une lune très responsable. Et peut-être que là aussi, malgré le fait que vous avez du Verseau, eh bien peut-être qu'ici, cet aspect de responsabilité, et avec toutes ces planètes en maison 2, eh bien finalement le confort matériel, le besoin de sécurité matérielle et ce poids de la responsabilité, je dois être responsable, j'ai besoin de responsabilité aussi, hein, ça va avec. Peut-être aussi des difficultés à parler de ses émotions, plutôt les intérioriser. Bah, voilà, tout ça mis bout à bout, il serait intéressant d'aller travailler sur tout ça. Si, par exemple, je vous donne une piste d'exercice, si c'était votre cas, si vous aviez, par exemple, des difficultés à vous laisser rêver à de grands projets. En même temps, si vous avez fait votre magasin, vous êtes quand même passé à l'action. Mais en ayant ce truc de je ne vais pas avoir suffisamment de sécurité matérielle ou je ne vais pas pouvoir assouvir ma sécurité matérielle, etc. Tout ce qui est en lien avec l'argent et la sécurité matérielle. Sur un bout de papier, une feuille A4, vous la prenez sur le côté le plus long, la hauteur de votre feuille. À gauche, donc vous la retournez. À gauche, vous marquez ma sécurité matérielle. Et à droite, vous marquez mon job, mon travail, mon ambition professionnelle. Voyez ce qui vous vient. Et pour vous détacher de ça et vous permettre de rêver et finalement d'accéder à c'est quoi ma zone de compétences rêvée. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans mes plus fous, le côté le plus fou de mes rêves, qu'est-ce que j'aimerais faire? Vous permettre ça, juste d'accéder à ce côté-là. Eh bien, vous mettez à gauche ma sécurité matérielle, à droite mon job rêvé. Vous regardez ces deux trucs, vous faites une ligne, une petite bande, et vous coupez la bande en disant ça n'a rien à voir. Ma sécurité matérielle n'a rien à voir avec mon job rêvé. C'est deux choses différentes et elles ne sont pas liées. Pour vous permettre vraiment d'aller dans cette zone de je peux me sentir en sécurité matérielle tout en rêvant à un job vraiment qui me plairait, dans lequel je pourrais me réaliser. Parce que je me dis, avec une maison de autant chargée, je pense quand même qu'il y a, à mon avis, cette approche-là, de se dire, oui, mais est-ce que je vais avoir suffisamment pour vivre? Est-ce que je vais avoir suffisamment pour me réorienter, etc., etc. Et puis, en plus, avec ce magasin que vous avez fermé, eh bien, il y a peut-être, du coup, des peurs qui sont derrière, ou peut-être que ça a mis des difficultés financières, enfin voilà, que sais-je encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler sur cet aspect-là. Mais la maison 2, c'est relié au taureau, et donc c'est relié aussi au corps. Il y a certainement une connexion comme ça au corps, avec Vénus qui, du coup, se retrouve
en domicile de maison. Et vous pourriez faire un exercice aussi, une neurostratégie comme ça, pour essayer de vous recentrer dans l'ici et maintenant. Si vous sentez que vous avez du mal à vous connecter à votre corps, vous recentrer, et c'est même un exercice qu'on peut faire même quand on arrive à se connecter à son corps, mais c'est de faire des mouvements très très lents. Mais quand je dis très très lents, vous faites par exemple, vous levez le bras de façon naturelle, et bien vous allez le faire 20 fois plus lentement. Donc on va monter tout doucement. Et rien de faire ce mouvement-là, mais tout doucement, vous verrez que ça vous reconnecte dans le ici et maintenant. Ça peut être très important de le faire 3 fois par jour, ce petit exercice, pour quand on sent que voilà, qu'on n'est pas monté par veau. On l'a vu, il y a une propension à être un peu aspiré par les attentes des autres, à être un peu aspiré par les ambitions des autres, ou voilà. Et du coup, surtout avec la Vierge comme ça au milieu de ciel, une tendance à vouloir finalement rendre service à l'autre, et ben il peut y avoir cette tendance-là à se déconnecter, à ce que mais moi, qu'est-ce que j'ai envie en fait? Donc vous pouvez tout à fait faire cet exercice pour revenir dans votre corps et revenir dans ce que vous avez envie. Alors ce que vous pourriez vous demander déjà, pour un petit peu vous faire une checklist. Une checklist, si c'est aligné avec votre ascendant Sagittaire par exemple, eh bien vous pouvez vous demander, est-ce que j'explore, est-ce que j'apprends quelque chose actuellement dans mon métier? Est-ce que je transmets à quelqu'un? Est-ce cadré pour éviter la dispersion? Si vous avez 2 fois oui à ces questions et un cadre clair, c'est plutôt bon signe. Si vous n'explorez pas ou que vous apprenez pas à quelqu'un, je pense qu'il va vous manquer quelque chose dans ce que vous faites. Il y a vraiment cette idée ici avec le Sagittaire, avec ce Pluton fort, même avec le Capricorne, parce que le Capricorne, si je dois donner une image, c'est un peu le vieux sage qui a grimpé la montagne, qui a mis très longtemps, qui a un peu... qui a sué, quoi, pour faire ça. Mais c'est le vieux sage qui transmet. Ok, c'est le vieux sage qui va être en haut de la colline et que les gens vont monter, vont venir chercher son savoir. Si on cumule tout ça dans votre carte, toutes ces infos-là, bah, j'ai envie de dire que si vous ne transmettez pas, que vous n'explorez pas de nouveaux horizons très régulièrement, ça va être compliqué pour vous. Et vous allez avoir un espèce de vide, un manque en tout cas dans ce que vous faites. Ça pourrait être, par exemple, si on garde ce domaine d'activité dans lequel vous êtes, ça peut être j'aide les petites structures à comprendre le sens des normes, à les appliquer simplement, j'apporte un œil neuf, un plan d'action clair, des outils prêts à l'usage pour gagner en sécurité, pour gagner en marge, pour gagner en sérénité, etc., etc. Vous voyez? Et là, on arrive à finalement allier plein de points de votre carte. Donc en bref, si je résume, ascendant Sagittaire, c'est le cap sur le sens. Qu'est-ce qui fait sens dans ce que je fais? La transmission, l'ouverture, mais avec vous, ça fonctionne à merveille quand c'est structuré, la maison 2. Et quand c'est en lien avec le côté matériel, l'argent, le travail. Quand c'est bien cadré avec les partenaires. Et là, on parle de Jupiter en maison 7. Et puis, quand il y a de la méthodologie, quand il y a du rendre service, et là on parle de la maison 10 en Vierge, quand on est au service d'eux, et tout ça avec un côté très innovant, le Verseau, et qui sert le collectif. Vos zones d'excellence potentielle, eh bien, avec cette maison 2 suractivée, le Capricorne, le Verseau, vous excellez là où il va falloir sécuriser, optimiser, moderniser. Donc en effet, pourquoi pas, hein, tout ce qui est qualité, normes, sécurité, les audits, la conformité, ça peut être de la cartographie des risques, des procédures, ça peut être un contrôle de gestion de terrain, enfin ça peut être vraiment plein de choses. C'est aussi dans l'amélioration continue, l'analyse des données qualité, des données sanitaires, la coordination, l'amélioration continue. Ça peut être dans tout ce qui est aspect réglementaire aussi. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des investigations. Parce qu'on a quand même ce Pluton fort en maison 12, donc on est dans l'investigation, tout ce qui se passe qui est confidentiel en coulisses, qu'on ne dit pas. Donc ça peut être l'investigation de qualité, les audits, les revues de conformité, etc., etc. Et donc l'environnement de travail qui va vous convenir, eh bien, il faut une autonomie élevée. Il faut un cadre clair, des missions avec un début, une fin de livrable.
des petites et moyennes structures, c'est-à-dire qu'il va falloir que votre impact soit visible, clairement visible. Bon, là, si vous êtes dans de l'audit sanitaire sur un hôpital ou sur un grand groupe hospitalier, j'ai envie de dire, est-ce que le visible est visible? Je ne suis vraiment pas sûre. Donc, voilà. Et plutôt, en termes de conseils, plutôt, moi, je serais plutôt sur du one-to-one que sur du groupe. Pourquoi pas? Et ça pourrait être très intéressant d'être dans une possibilité mi-terrain, mi-bureau, avec quand même, vous voyez, de l'informatique, du digital, ce genre de choses. C'est tout à fait cohérent avec le thème. Mais en même temps, il y a du Sagittaire, on a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de mouvement. Et puis Mars est en Verseau, en maison 2. Enfin, voilà. Donc il faut de la sécurité, il faut de la routine, il faut des habitudes, il faut de l'innovation, mais il faut aussi du mouvement. Par rapport à votre ancien magasin, ce qui aurait pu faire que ça n'a pas fonctionné ou qu'en tout cas ça n'a pas eu l'épanouissement attendu pour que ça soit pérenne, on pourrait parler ici d'Uranus opposé Jupiter, de Mercure carré Uranus, qui font qu'il peut y avoir des grandes idées, il peut y avoir des idées brutales, soudaines, qui vont venir un peu, Uranus c'est l'éclair, qui vont venir frapper comme ça dans vos vies, dans votre vie, des idées brillantes, mais si à côté on n'investit pas justement cette structure saturnienne, ce cadre, eh bien ça peut faire que c'est pas béton et que du coup ça va casser parce que d'un côté il y a Jupiter avec des idées de grandeur éventuelles et de l'autre côté opposé Uranus qui va faire que de temps en temps il y a un coup d'éclair, un coup de je vais tout changer, etc. Mais du coup ça faut essayer de canaliser ces opposés là avec ok, j'ai envie de ça, c'est une idée fantastique, mais alors comment je le mets en place, comment je sécurise ce projet, quel business plan, etc. etc. L'antidote à tout ça, ce que vous pourriez mettre en place, c'est de lancer des micro-offres. Des tests en fait. Je fais un test sur tant de semaines avec des objectifs mesurables et puis ensuite, on voit si tous les indicateurs sont au vert en fait. Mais c'est vraiment l'idée de faire étape par étape. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à votre carte natale. Il serait intéressant aussi d'aller voir cet aspect nœud-sud, nœud-nord. Donc nœud-sud, c'est de là d'où vous venez. C'est un peu le bagage qu'on a quand on arrive sur Terre. Donc vous, il est en Lion et en maison 8. Donc ça nous parle ici de pouvoir, de leadership, d'être vu. Et on vous demande ici de ne plus servir vos intérêts personnels, mais de servir les intérêts d'un collectif. De construire votre sécurité matérielle, de quitter ce qui a pu être justement dans d'autres vies très tumultueux, très instable, pour aller vers quelque chose de très rassurant, de posé, de confort matériel, pour servir un collectif. Voilà, donc il serait intéressant d'aller dans cette inspection-là, dans cette profondeur-là, pour voir comment on peut allier justement vos projets pro avec ce collectif plus global. Et je vous propose de finir sur des clés métaphoriques, à savoir, professionnellement, qu'est-ce qui serait intéressant pour vous et qu'est-ce que vous devez savoir? Là, vous cherchez votre domaine. Donc finalement, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à votre domaine de prédilection? Qu'est-ce qui serait bon pour vous? La première clé, c'est une personne qui monte à l'échelle. Et en fait, c'est pas assez dur de monter à l'échelle. Donc elle monte à l'échelle, elle monte un barreau. Et en fait, à chaque fois qu'elle monte un barreau, elle scie un barreau. Donc au départ, si vous voulez, elle monte un barreau. Il y a un barreau qu'elle va scier et donc elle doit sauter sur l'autre après. Donc l'enjambement est plus grand. Une fois qu'elle est en haut, elle coupe 2 barreaux pour faire un enjambement encore plus grand. Et ainsi de suite. C'est-à-dire la fois d'après, elle essaiera de couper 3 barreaux. Cette clé-là, la première clé, c'est la technique. Donc, quel job rêver, qu'est-ce qui vous conviendrait? Il y a l'idée derrière d'ascension.
d'avoir un job qui vous permette de monter les échelons et en même temps, il y a du challenge. Et là, on retrouve le Capricorne parce qu'il a de l'ambition, le Capricorne. Il vise haut et s'il a besoin de toute une vie pour y arriver, il y arrivera et prendra toute la vie. Donc là, dans l'idée, il y a vraiment ce truc de dire j'ai besoin d'étapes, j'ai besoin de gravir des échelons et donc j'ai besoin de challenge. Et à chaque fois, j'ai besoin d'avoir un challenge supplémentaire et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, quelque chose qui va être linéaire, je pense que ça va pas vous convenir. On continue, la deuxième clé, c'est l'attitude. Donc là, c'est la technique. Mon job doit me permettre d'avoir des échelons à gravir et tant qu'à faire, de plus en plus haut, de plus en plus difficile à atteindre. Et l'attitude, la deuxième clé, c'est une femme qui cuisine des cookies et elle sort ses cookies du four et donc elle a ses moufles, elle sort sa plaque du four et elle respire, elle ferme les yeux et vraiment il y a cette idée que ça sent trop bon quoi. Il y a un côté derrière très rassurant. On est vraiment dans le cancer là, parce qu'il y a le côté vraiment très cocooning, très sécurisant. Vous savez, c'est la Madeleine de Proust, c'est qui n'a jamais eu ça, une odeur qui nous dit ah ça me rappelle mon enfance quand je mangeais ça, quand ma mère me faisait ça, quand ma grand-mère me faisait ça, et du coup ça vient nous réconforter, on vient sécréter de l'ocytocine parce que ça nous connecte à du plaisir vraiment organique quoi, hormonal. Eh bien, dans l'idée, c'est l'attitude, donc c'est la technique, je dois avoir du challenge, et là on est plutôt dans le côté leader, le côté bélier du soleil, le côté capricornien aussi de challenge. Et ce challenge doit me permettre d'arriver en fait à une paix intérieure, à quelque chose qui va venir me donner du bonheur. Mais si j'ai pas ce challenge, je n'ai pas accès à ces cookies. Vraiment, les clés fonctionnent comme ça. Et ayez bien ça en tête. On passe par la clé 1. Et quand on est à la clé 1, on va vers la clé 2. Vous ne pouvez pas aller à la clé 2 direct. Si vous n'avez pas accès, si vous n'avez pas accédé à la clé 1, il n'y a pas de clé 2. Donc, c'est parce que je me mets du challenge. C'est parce que je me complique les choses. Enfin, compliqué, non. Attention, les mots ont une importance. C'est parce que j'aime la difficulté et que je me mets des challenges et que je mets plus haut à chaque fois, que j'arrive à savourer derrière, à savourer ouais, j'ai atteint certainement mon objectif et du coup, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir derrière. Et donc, si je fais tout ça, eh bien, ça nous amène à la troisième clé qui est l'état d'être. L'état d'être, c'est si j'ai la bonne technique, si j'ai la bonne attitude, je suis dans cet état d'être, il découle des deux autres clés, il n'y a pas d'effort à faire. Si j'arrive à accéder à la clé 1 et à la clé 2, je peux me connecter à la clé 3 qui est une femme qui ramasse des fougères. Et en fait, elle fait un bouquet de fougères qu'elle met dans un grand vase. Ça fait penser, c'est des grandes fougères qui font penser à l'époque des Égyptiens, voilà, je cherchais. C'est un peu dans Monica Bellucci, là, dans Astérix et Obélix, où on faisait de l'air, vous savez, avec les grandes feuilles de palmier, ou je sais pas trop ce que c'était comme feuilles. Et ben, c'est des grandes feuilles comme ça, mais ce sont des fougères, là, dans l'image. Et ça veut dire quelque part, parce que ça nous fait penser à ça, hein, faire du vent, etc. Donc il y a l'idée de passivité, de profiter. On est dans notre Vénus. Si je reprends le thème, notre Vénus, elle est en Verseau, en maison 2. Donc voilà, c'est une Vénus en domicile de maison. On est ici dans je profite. Si j'arrive à faire tout ça, je suis dans je savoure. Je savoure ce que j'attire à moi magnétiquement. J'ai rien à faire, ça vient à moi en fait. Et la fougère, c'est pas anodin, parce que la fougère, c'est l'un des plus anciens végétaux, je crois qu'il y a des milliers d'années, pour pas dire des millions. Donc c'est, je peux profiter de quelque chose qui est établi, qui est structurel, qui est pérenne, qui est établi. Vous voyez, il y a vraiment l'idée derrière de c'est là depuis des milliers d'années, quoi. C'est solide, voilà. Donc, si j'arrive à me mettre des challenges, et les clés vous disent que vous devez avoir des challenges dans votre job, mais des challenges par étapes. Et du coup, ça me fait penser aussi à votre magasin, d'où le fait, dans le plan d'action que je vous disais, de faire des micro-tests, en fait. Le business plan doit vraiment être détaillé avant. Il faut y aller par étapes. Et des étapes que vous allez décrocher. Il faut d'ailleurs que ce soit décrochable. Faut pas quelque chose qui soit lunaire. Donc il y a vraiment l'idée ça doit être atteignable et petit à petit j'augmente
mes paliers. Si ensuite, du coup, j'arrive à profiter, à savourer, à me connecter à des sensations de bonheur, etc., eh bien, je serai vraiment je profite, je savoure tout ce que j'ai attiré à moi de façon magnétique. Voilà, Karine, ce que je pouvais dire sur une séance, une micro-séance, une séance flash. N'hésitez pas à me faire un retour par mail si besoin, s'il y a des choses que vous voulez aborder, aller plus loin. Si vous avez besoin d'une séance ou de clés métaphoriques, eh bien, n'hésitez pas aussi à aller sur mon site et à prendre rendez-vous pour qu'on puisse investiguer davantage et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. En tout cas, j'espère que cette séance vous aura apporté un éclairage supplémentaire. On va maintenant voir le questionnement de Latissa. Latissa nous dit bonjour, je voudrais pouvoir enlever les blocages persistants, probablement liés à la relation que j'ai avec ma maman, mais pas que, pour pouvoir être la meilleure version de moi-même en tant que thérapeute holistique. Alors c'est très intéressant, c'est vraiment une thématique très intéressante parce que derrière cette question, Latissa, il y a vraiment un questionnement intéressant parce qu'il fait appel à plusieurs choses. Il fait appel aux imagos parentaux, l'image de nos parents qui vient impacter finalement l'enfant qu'on a été et forcément qui vient impacter les schémas que nous avons en tant qu'adultes. Et deuxième chose, ça nous parle ici d'astrogénéalogie ou de psychogénéalogie quand on ne fait pas de l'astrologie, qui vont ici nous parler de ce dont on se charge, qui ne nous appartient pas forcément, qui va appartenir à la lignée et qui fait les rapports justement que nous avons avec nos parents. Et cette astrogénéalogie fait aussi les schémas répétitifs. Et donc tout ça, ces deux éléments, que ce soit l'étude des imagos parentaux ou l'astrogénéalogie ou psychogénéalogie, c'est des bases importantes dans nos schémas d'adultes. Et la plupart du temps, ils sont à l'œuvre sans même qu'on s'en aperçoive. Et donc, je dirais que rien que le fait que vous vous posiez la question et que vous disiez « j'aimerais avancer sur ce chemin-là et je sais que c'est en lien avec les rapports que j'ai à ma mère, mais pas que », déjà, quand on pointe quelque chose, il y a déjà un travail de libération qui se fait. Alors, pour voir un petit peu l'imprégnation familiale dans votre thème, dans votre vie, il serait extrêmement intéressant de monter le thème natal de vos parents et de vos grands-parents, et voire même, quand on peut, des arrière-grands-parents et des arrière-arrière-grands-parents. Plus on remonte loin, plus c'est fabuleux. Forcément, ici, je n'ai pas les données, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire. Mais gardez-le en tête, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant d'aller voir les charges, finalement, transgénérationnelles. Et pour ça, il faut remonter dans le thème de nos aïeuls, donc le thème de nos parents, le thème de nos grands-parents. Et déjà, rien quand on remonte comme ça sur les 2 générations, on va déjà voir les marqueurs qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à l'histoire familiale. Et ça nous permet de faire un espèce de travail d'enquête pour aller libérer des choses. Ici aussi, la thématique que vous abordez, elle est extrêmement personnelle. Et donc, je vais aborder bien évidemment des sujets intimes. Je vais donc essayer de vous donner quelques pistes. Et le reste, qui relève plutôt d'un travail en one-to-one, parce que c'est comme je viens de dire, ça touche la lignée, c'est de l'intime, il y a de la confidentialité, il y a aussi le besoin d'un espace sécurisant, et je pense que ce n'est pas le contexte des clés du réajustement, enfin pas sur toutes les thématiques. Donc je dirais que je vais essayer de jongler entre ce que je peux vous donner comme information ici et maintenant sur ma page YouTube, et donc accessible à tous, et ce qui est pour moi de l'ordre vraiment de l'intime, du confidentiel, et que je ne vais pas aborder ici. Mais voilà, je vais vraiment faire en sorte de vous donner quand même des pistes pour aller travailler ça. Il faut savoir qu'en astrogénéalogie, le descendant, il peut être vraiment en résonance avec l'histoire d'un aïeul. Et ça va se passer souvent parce qu'on va reproduire certains schémas. Ça peut être une profession, ça peut être des histoires de cœur identiques, ça peut être des mots MAUX, des mots semblables, ou des maladies déclarées au même âge. Et donc, dans ces cas-là, on va parler de scénario de répétition. Et puis, à un moment donné, dans la lignée, il va y avoir un sujet, une personne qui va pouvoir sortir des mémoires familiales, qui va pouvoir finalement projeter la famille, projeter la lignée complète dans une autre dimension.
Souvent, c'est une personne qui va être un peu le catalyseur et qui va faire en sorte, alors c'est pas un job facile, qui va faire en sorte vraiment de faire voler en éclats les tabous, qui va faire sortir cette histoire. Alors avec votre ascendant Scorpion, eh bien, j'avoue que je pense que vous poussez dans cette réalité et que vous êtes peut-être cet élément, ce descendant qui va mettre en exergue l'histoire de la famille. Vous êtes un peu avec cet ascendant Scorpion, eh bien, l'enquêteur, l'élu de la lignée qui va pouvoir révéler au grand jour tous les secrets, tous les tabous de l'arbre généalogique. En tout cas, vraiment le Scorpion, eh bien, c'est un signe qui pousse à ça. C'est un signe qui porte pour avoir ce rôle-là. Donc il est possible en effet, et je pense que vous le pressentez de la façon dont vous posez votre question, je pense que vous avez déjà fait un travail là-dessus et que vous sentez qu'il y a quelque chose à libérer de plus profond. Et je pense vraiment que vous en avez le soutien des astres. Alors ce que je vais vous proposer de voir ici dans cette séance, eh bien, on va voir les imagos parentaux. C'est l'image parentale. On va voir la maison 8, c'est ce qu'on appelle la maison des fantômes, qui va nous parler ici des deuils et des non-dits. On va aller voir la maison 12, qui nous parle de l'inconscient, de l'inconscient générationnel. On va aller voir le nœud sud, parce que souvent le nœud sud, il va nous indiquer des éléments qui vont être non résolus, des traumas non cicatrisés. C'est un peu, le nœud sud, la fidélité familiale. Et donc on va aborder les aspects, on va aller voir un petit peu comment il se situe dans votre carte. Le nœud nord, lui, ça va être plutôt le comment. Ça va être comment est-ce que vous pouvez transcender vos racines, comment vous pouvez transcender symboliquement, résoudre finalement certains nœuds de l'histoire, de l'arbre. Et donc, ça va déjà nous faire des bons éléments à aller voir, à aller explorer. Alors, on va commencer par le soleil et la lune. Le soleil et la lune, c'est ce qui va représenter nos imagos parentaux, c'est-à-dire père et mère, tels que l'enfant les a perçus. Donc, c'est subjectif. Et donc, si vous avez des frères et des sœurs, ils n'ont pas nécessairement la même lune que vous. Si vous avez une lune en cancer, votre frère, votre sœur peut avoir une lune en bélier. Alors vous aurez vu votre mère comme une mère attentionnée, sécurisante, cocooning, qui préparait des bons petits gâteaux au coin du feu. Et votre frère ou votre sœur l'aura vu plutôt comme une mère tout le temps speed, très active, qu'il fallait suivre, où on galopait toujours derrière elle parce que tout allait toujours vite et on n'allait pas assez vite pour elle. Voilà. C'est vraiment comment est-ce que l'enfant, et donc le futur adulte et l'adulte que vous êtes aujourd'hui, comment est-ce qu'il a perçu les images de ses parents, l'archétype de ses parents. Alors la lune, c'est l'archétype maternel. Ça représente celle qui a élevé l'enfant. Donc c'est pas nécessairement la mère biologique. C'est vraiment, on parle ici d'archétype. Ça peut être une mère, ça peut être la tante, ça peut être la nounou, ça peut être un père, parce que c'est un couple de deux hommes, et du coup il y en aura un qui va prendre cette charge de l'archétype maternel. En gros, c'est ce que l'enfant attend de sa mère, de l'archétype maternel. Le soleil, lui, dans le thème natal, il va représenter le père, ce que l'enfant attend de l'image du père, c'est-à-dire la solidité, le rayonnement, la vitalité, le pouvoir, la volonté. On est vraiment typiquement dans le masculin, dans le yang, comme on dit. Alors maintenant, rentrons plus dans le détail, ce que comporte l'archétype du père pour l'enfant. L'archétype du père, il est censé apporter l'indépendance, l'affirmation, le fait de se différencier. C'est l'aventure, c'est gagner de l'argent, c'est sortir du clan. C'est la légitimité, la dignité, avoir le droit, c'est l'individualité aussi, la force de se battre et l'endurance. Vraiment, ayez en tête que la fonction paternelle, elle donne la route, c'est la guidance. Elle donne la route à suivre, la direction à suivre, elle nous guide. Et c'est cet archétype paternel qui nous permet de nous affirmer, d'être indépendants, de nous différencier des autres et de se sentir légitime dans la vie. Vraiment, ayez bien ça en tête parce que c'est extrêmement important. La lune, elle est typiquement féminine, c'est le yin, comme on dit. Et là, on est dans la sensibilité, dans les émotions, dans le rêve aussi. Et puisque c'est le domaine de la nuit, eh bien, ça parle aussi de besoins, la lune. Donc la lune, elle est en rapport avec nos besoins.
Et ces besoins, eh bien, ils seront en rapport avec l'image de la mère, surtout pour les hommes qui vont inconsciemment rechercher ces valeurs féminines dans les femmes ensuite qui vont connaître dans leur vie d'adulte. Et là, qu'est-ce que ça comporte cet archétype de la mère? Eh bien, l'archétype maternel, à l'inverse du père qui est l'autonomie, l'indépendance, la légitimité, l'extérieur en fait, celui qui nous guide vers l'extérieur, la mère, c'est le lien, c'est le clan. C'est la confiance que j'aurai ce qu'il me faut. J'ai confiance que je vais trouver à répondre à mes besoins. Mes besoins seront satisfaits. Et je suis confiante dans tout ça. Je sais que j'ai pas à stocker. Je sais que j'ai pas à chercher désespérément. Si j'ai un besoin, il sera comblé. C'est aussi cet archétype de la mère, la sécurité intérieure. C'est savoir aimer. Ça parle également d'une forme de chance. L'archétype de la mère nous parle de ça. Sa fonction, c'est de nous connecter à la chance. Et la mère, pour vraiment comprendre, c'est le clan. Être forte pour le clan. Donc là où l'archétype paternel nous invite à être légitime, à s'individualiser, à s'autonomiser, l'archétype de la mère nous invite à faire partie d'un clan, à se sentir inclus, donc à être en lien avec l'autre, avec les autres, nous invite à être sécurisé. Si je suis sécurisée par mon archétype maternel, je vais pouvoir me construire en tant qu'adulte en me sentant en sécurité dans les liens que j'établis avec les autres. Je vais donc avoir confiance en moi, parce qu'avant tout, j'ai eu confiance en l'autre, qui est mon archétype maternel. Donc c'est extrêmement important, parce que si un de ces deux archétypes est défaillant, alors je vais avoir des difficultés dans les domaines dont je viens de vous parler. Et déjà, c'est quelques pistes que vous pouvez avoir, parce que si vous avez ces difficultés-là, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur cette fonction archétypale, et je le répète, on parle ici de fonction archétypale et non pas du père et mère en tant que sexe individu. Par rapport à ces fonctions-là archétypales, eh bien, il va convenir de regarder les luminaires en signes, en maison et en aspect, et c'est ce qu'on va aller voir. Alors, on va commencer par s'intéresser à l'archétype maternel, déjà parce que vous l'avez abordé, et parce qu'en effet, il y a des aspects majeurs qui montrent que la relation eh bien, en effet, a pu poser quelques soucis, en tout cas a pu être une zone challengeante, on va dire ça comme ça. Vous avez une lune en cancer en maison 8, carré soleil opposé à Saturne, Uranus, Neptune en 2, trigone à Mercure. Et donc, c'est une mère qui est vécue à la fois comme refuge et puis aussi comme source d'ambivalence. La lune ici, c'est une lune forte, elle est en domicile, elle est en domicile de signe, elle est en cancer, donc c'est vraiment, il y a un attachement à cette lune, elle est importante, elle est en maison 8, donc on parle ici d'attachement profond, mais aussi de deuil non dit, transmis, parce qu'on est dans la maison 8. Le carré au soleil va marquer une lutte entre l'affirmation de soi et la présence du lien. Et puis en face, le trio Saturne, Uranus, Neptune en 2, eh bien ça va colorer votre mère, un petit peu votre archétype maternel de 3 visages. On a le visage de la mère saturnienne, et là, il pouvait y avoir de l'exigence, du devoir, de la sobriété, et puis une certaine pudeur, c'est-à-dire pas forcément de démonstration dans les sentiments, quelque chose d'assez froid. Il y a Uranus, et là, c'est le visage de la mère un peu imprévisible, un peu distanciel, qui peut mettre des distances brusques, où on ne s'attend pas, et puis des changements aussi. Et puis on a Neptune. Alors là, Neptune, il y a deux façons de voir Neptune. Ça peut être la fusion, donc la mère plutôt fusionnelle, qui va être dans des phases, qui veut faire corps avec l'autre, qui veut ne faire qu'un avec son enfant. La mère un peu sacrificielle. Mais c'est aussi le flou, Neptune. C'est le flou autour de la valeur, du matériel, puisqu'on est dans la maison 2. Donc c'est est-ce que ma mère a vraiment été preuve de sécurité matérielle? Est-ce que je me suis sentie en sécurité avec ma mère? Et puis Neptune, c'est aussi l'absence. Alors est-ce qu'il y avait des temps d'absence de la mère? En tout cas, ça a peut-être été vécu comme ça dans votre enfance. Donc on voit bien cette dualité, cette triadité. On voit bien que d'un côté, il y a une mère présente parce que c'est une lune en cancer, donc
vraiment une mère qui pouvait se montrer maternante et en même temps très exigeante dans le devoir, en même temps une mère imprévisible et parfois distante ou avec des changements brusques. Et puis parfois, eh bien, une mère qui pouvait être un peu fusionnelle, sacrificielle ou à l'inverse absente. Ça peut être lié à son job, hein, pourquoi pas. Donc on voit bien qu'il y a un conflit avec la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle et des frontières dans tout ça parfois un petit peu poreuses. Je voudrais juste faire une petite aparté sur le complexe de l'orphelin, qu'on appelle le complexe de l'orphelin. Cette lune en cancer en maison 8, elle est opposée à Saturne. Et ça donne du coup une thématique du complexe d'orphelin. C'est vraiment un marqueur de l'enfant a pu se sentir rejeté. Donc vous, en tant qu'enfant, vous avez pu vous sentir rejeté, mal aimé. C'est pour ça qu'on l'appelle le complexe de l'orphelin. Vous avez pu vous sentir abandonné. Ça ne veut pas dire que vous avez été abandonné réellement, hein. Ça veut dire qu'il y a un vécu émotionnel qui a marqué, qui a laissé une empreinte d'abandon, de rejet ou de sentiment de ne pas avoir été aimé. Il y a aussi derrière cette idée peut-être un marqueur de vécu où on a dû grandir trop vite. Tenir au lieu d'être tenu par l'autre, par le parent. La lune en cancer, elle porte un besoin profond de sécurité affective. On a besoin qu'on prenne soin de nous, qu'on nous enveloppe, qu'on nous protège. Il y a une grande sensibilité. Vous êtes très sensible. Et il y a un besoin de soin. Et cette opposition de Saturne va installer la loi intérieure. Je dois être forte, je dois mériter, je ne dois pas demander. Ça crée une faim, au sens FAIM, une faim, une envie de la mère qui va être mêlée à une espèce d'austérité émotionnelle, une austérité matérielle aussi potentiellement, on est dans la maison 2 quand même, avec une tendance à surresponsabiliser, se priver, donner beaucoup, et puis avoir de la peine, de la difficulté à recevoir les choses, quoi. Et on est dans la maison 8. Donc au plan transgénérationnel, eh bien, on va retrouver souvent des parents empêchés, des parents absents. Ça peut être aussi des deuils non faits, des périodes de disette, des loyautés invisibles. Je serai mon propre parent qui va devenir comme une armure. Je n'ai besoin de personne. Dans la pratique, eh bien, ça peut se traduire par du sauvetage, par un hyper-professionnalisme, par une difficulté à assumer la juste valeur. Et la réparation, eh bien, elle va passer par un reparentage conscient. Le droit de demander, le droit de recevoir, mais si je ne demande pas, est-ce que je reçois ? Et un cadre matériel clair qui va sécuriser votre enfant intérieur. Je peux être soutenu, ma valeur n'est pas conditionnelle, je n'ai plus à porter seul. Ce genre, vous voyez, de croyance. Et puis on a ce trigone à Mercure, cette lune trigone à Mercure qui offre peut-être la clé de dénouement de cette relation parentale, maternelle, qui va être de nommer, de penser l'émotion, de mettre des mots sur cette dette affective, de redéfinir finalement votre valeur pour sortir de ce sauvetage. Quelques pistes ici de réparation. J'amorce quelques pistes. Des frontières claires. Je peux aimer sans me confondre à l'autre. On est là ici dans le Neptune. Des rituels de restitution. L'axe 2-8. Vous allez rendre symboliquement ce qui ne vous appartient pas. Les deuils, les dettes, les peurs, on en reparlera après. Et puis de la mise en mots. Mercure. Il faut faire fonctionner ce trigone avec Mercure parce que c'est une clé. Vous pouvez tenir un journal et puis vous dire tous les jours, toutes les semaines, peu importe la fréquence, à vous de voir ce qui est à moi, ce qui est à elle, à votre mère, et ce que je rends aujourd'hui à ma mère. Et puis aller vers des phrases réparatrices telles que « Maman, j'ai porté par amour, aujourd'hui je te rends ce qui t'appartient. Ma valeur ne dépend pas de mon sacrifice. Je choisis la sécurité intérieure, même quand la matière fluctue, etc., etc. » Ensuite, on va voir un petit peu le lien au père. Soleil en Poisson, en maison 4, conjoint Vénus, carré à la Lune. On peut se demander comment était l'entente parentale, comment en tout cas vous l'avez perçue. Avec un carré Lune-Soleil, certainement que vous avez perçu des tensions dans la communication parentale.
dans le couple parental. Et il est important de travailler cet aspect-là parce que je rappelle, et c'est une aparté, mais je rappelle que ce qu'on a perçu de la relation parentale, eh bien, fait aussi les relations qu'on recherche après. Donc, c'est important d'aller travailler quand cette relation a été perçue avec des conflits. Il y a un trigone à l'ascendant. Et donc là, la figure paternelle, elle est ressentie comme empathique, mais parfois insaisissable. On est ici dans le poisson. Le poisson, eh bien, c'est le Neptune de tout à l'heure. Autant on peut être fusionnel, autant on peut être absent. Et du coup, derrière se pose la question, et je n'ai pas les réponses, hein, mais où est-ce que vous avez trouvé cette sécurité? Si d'un côté, l'archétype maternel était perçu comme parfois fuyant, absent, mais que également le lien au père pouvait être perçu comme fuyant, absent, il y a peut-être eu derrière un souci de trouver des repères stables, présents, de se sentir entouré. Ô combien vous en aviez besoin avec cette lune en Cancer. Donc voilà, cette figure paternelle, elle peut être ressentie parfois insaisissable, attisant une quête d'harmonie, de reconnaissance par la douceur. Cette conjonction à Vénus. Le carré à la lune marque un conflit de loyauté, un écart entre finalement ce que vous avez pu ressentir, ce que vous ressentez et ce que vous montrez pour préserver la paix familiale. Donc il peut y avoir une espèce de dissociation, d'un côté mes émotions, mais finalement je ne les ai pas montrées. Eh bien pour s'assurer un ancrage stable quelque part. Au plan vraiment astrogénéalogique, on est ici en maison 4, on retrouve souvent des histoires d'idéalisation du père ou de masculin diffus, absent, que la descendance eh bien, va tenter de réparer en devenant médiatrice, en devenant une sauveuse. Donc soit on en fait notre métier, soit on en fait eh bien, une façon d'être au quotidien dans notre système familial, dans nos relations amicales, etc. etc. Le trigone à l'ascendant va indiquer qu'une fois ce mythe paternel reconnu tel qu'il est, et non tel qu'il devrait être, je veux que mon père ou je veux que cet archétype, et pas forcément vous d'ailleurs, hein, ça peut être la vision de l'archétype paternel dans la lignée, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, alors qu'il n'est pas comme ça. Une fois que ce non-dit est levé et que le voile est levé sur ça, sur ces illusions, eh bien, ça va devenir un appui identitaire, une présence inspirante. Je le vois tel qu'il est. Et donc, ça va devenir un leadership doux, une puissance de soin par la compassion. On est ici dans un soleil poisson. On est connecté à l'autre, il y a de l'empathie, il y a vraiment de l'intuition fine. Donc, on va être dans cette compassion sans se dissoudre là-dedans. Quelques pistes de réparation aussi, j'aborde que des pistes, hein, nommer l'idéal et nommer le réel. Ce que j'ai idéalisé chez l'archétype paternel, chez mon père, ce qui était disponible, ce qu'il m'a offert, quelle opportunité, et ce que je garde pour moi. Ensuite, des rituels de permission. Tu es le grand, je suis la petite. Je prends la vie de toi telle qu'elle vient et je laisse ce qui t'appartient. Encore une fois, on rend à l'autre ce qui lui appartient, on prend ce qui nous appartient. Et puis, rétablir des frontières affectives. Je peux plaire sans me perdre. Mon identité n'a pas besoin d'être validée pour être valable. Et ensuite, dans cette casquette professionnelle, faites de la douceur un choix conscient. Un cadre clair, des limites. Sur vos offres, ça peut être des prix structurés, des prix établis, assumés. Plutôt que d'être dans la stratégie consciente ou inconsciente pour maintenir une paix. C'est-à-dire que, de par les placements planétaires, on voit bien que ce Soleil-Vénus, il y a eu quelque chose de l'ordre de, comme je l'ai dit, préserver la paix familiale. Et peut-être qu'il était impératif de préserver cette paix familiale si l'image maternelle était conflictuelle, s'il y avait cette, comme je l'ai dit, hein, cette trilogie Capricorne, Uranus, Neptune avec la mer, il y a un moment donné, il faut bien que je m'accroche à quelqu'un. Il faut bien que j'ai une bouée d'ancrage. Et donc, je ne peux pas avoir deux personnes absentes. Donc, je vais investir forcément l'archétype parental qui est le moins défaillant, qui est le plus pertinent, qui est le plus présent. Et au risque, en effet, d'être en quête d'harmonie coûte que coûte, et donc de pouvoir aplanir le terrain, lisser ce que je ressens,
pour finalement laisser l'harmonie dans la cellule familiale. Et donc ce comportement-là, et c'est pour ça que j'ai expliqué au départ tout un paragraphe sur l'archétype maternel et paternel, c'est que ce lissage-là va pouvoir impacter les situations d'adultes que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, eh bien, je ne sais pas au niveau professionnel comment vous vous situez, mais ça peut venir impacter vos stratégies marketing, vos stratégies professionnelles. Alors, cette lune en cancer, je vous l'ai dit, elle est ici valorisée, elle est forte parce qu'elle est en cancer, elle est en domicile de signe, elle est conjointe à Chiron, c'est pas rien, Chiron, la blessure. Elle est opposée à Neptune en maison 8, et donc c'est la signature ici qui a une charge karmique, en tout cas il y a une charge transgénérationnelle. Et ça laisse supposer qu'il y a une signature d'un ou plusieurs deuils maternels non élaborés, non élucidés. Ça peut être des grossesses interrompues, des deuils périnatales, des enfants non reconnus. Ça peut être des maternités empêchées ou culpabilisées. Et la maison 8, c'est la maison des fantômes. Ça nous parle ici des deuils, cette maison 8, des non-dits qui pèsent sur la lignée, sur l'intime. Cette opposition à Neptune aussi, elle vient brouiller les repères. Il y a du flou, il y a de l'idéalisation, il y a de la confusion. Et ça entretient quelque part une mémoire diffuse. C'est la lune, donc on est dans la lignée féminine et plutôt la lignée de la mère maternelle. Il serait intéressant si ça ne vous concerne pas, si ça ne fait pas partie de votre histoire, donc par rapport à une charge de deuil maternel, tout ce que j'ai dit, grossesse interrompue, deuil périnatal, enfant non reconnu, maternité empêchée, culpabilisée, cachée, etc. Eh bien, il serait intéressant de remonter la lignée. Alors on peut le voir en étudiant les cartes natales de votre mère, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, etc. Ou peut-être tout simplement en faisant un travail d'enquêteur avec votre ascendant Scorpion, en allant poser des questions. Parce que ça peut concerner votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, et ce type de secret, il faut savoir que souvent ça saute une génération. Donc il se peut que ce soit au niveau de la grand-mère. La voie de réparation, elle va passer notamment par nommer, dater l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donner une place symbolique à l'absent, si c'est un enfant. Et reconnaître, je te vois, je te donne une place, je te rends ta peine et moi je garde ma vie. Remettre l'histoire, remettre l'événement à sa place et remettre la personne à sa place. Ensuite, il y a la maison 12 dont je vous avais parlé, elle est en Scorpion, c'est le maître de 12. Eh bien c'est Pluton qui lui-même est en maison 12, ça nous fait beaucoup de choses. Donc il y a un double marqueur d'inconscient générationnel et c'est assez puissant ici. En astrogénéalogie, ça nous parle ici de loyauté, cachée autour du pouvoir, autour du contrôle, autour des tabous, que ce soit la sexualité, l'argent partagé, les héritages, les tabous de mort. Et je le rappelle, les secrets de famille sautent souvent une génération. Donc on retrouve souvent des histoires d'exclusion, des histoires de honte, des histoires de rupture brutale. Ça peut être des faillites, des deuils, des trahisons, que la descendance va essayer de réparer en silence. Quelques questions utiles là-dessus, ça pourrait être qui détenait le pouvoir dans l'arbre généalogique. Je serais toujours du côté maternel. Qui a été réduit au silence? Quel secret autour de l'argent? Quel secret autour de la sexualité? Autour de la mort n'a pas été nommé? Et puis, bien évidemment, encore une fois, eh bien, on va essayer de mettre en mots, de donner mot MOTS, de donner une place aux exclus, de ritualiser la restitution. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Et de contractualiser un peu une éthique du pouvoir personnel dans votre pratique. Je choisis de transformer plutôt que de répéter. Et même au niveau de vos accompagnements holistiques, je dirais quelle éthique je vais transmettre. Et enfin, je vais finir sur les axes des nœuds lunaires. Le nœud sud, je l'ai dit, c'est quelque part ce qui n'a pas été travaillé, c'est un peu ce qu'on hérite dans le transgénérationnel. Le nœud sud, il est conjoint au milieu de ciel, il est en Vierge, en maison 9. Il est opposé à Mercure, carré Mars, carré Jupiter. Ici, c'est le marqueur d'une fidélité familiale, c'est être l'experte irréprochable, la gardienne du vrai, du correct. Quelque part, le passé, il tire un peu la vocation vers le service, vers le perfectionnisme. Et là aussi, on fait le rapport quand même avec la lignée maternelle, du coup. Quand on voit qu'il y a une lune Saturne,
il y a le fait d'être responsable et que certainement ça a été transmis par la mère et peut-être encore plus loin. Donc voilà, il y a du service perfectionnisme et la réparation va se faire par le savoir. L'injonction prouve, contrôle, tient la barre, on est un peu dans tout ça. Hein. L'opposition à Mercure signale une tension entre votre choix personnel et puis le mandat familial. Donc il y a de l'autocritique, il y a de la rumination, il y a une difficulté à faire confiance à ce que vous ressentez si ce n'est pas validé quelque part. Le carré à Mars, il parle d'agir sous pression. Il y a de la colère contenue éventuellement, il peut y avoir un surengagement, un risque d'épuisement aussi. Le carré à Jupiter va pointer tout ce qui est rigidification des croyances. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est dogmatique. Il y a une culpabilité morale, un besoin d'aval institutionnel. Par polarité, du coup, la voie d'évolution va nous mener vers le nœud nord en poisson en maison 3, et donc on va passer du dogme à l'inspiration, hein, on passe vraiment de la Vierge, très méticuleuse, des procédés, à la voie du grand tout. Le poisson, c'est le grand tout, il est connecté à tout ce qui l'entoure, qui ne sait même plus d'ailleurs parfois qui il est, parce qu'en fait, il est lui-même, mais il est les autres, il est ce qui l'entoure, il est le tout. Donc, on va aller vers ça, on passe du dogme à l'inspiration, du magistère au dialogue vivant, des protocoles parfaits à tout ce qui est simple, au suffisamment bon. Et votre autorité va devenir une présence sensible plutôt que dans le contrôle. On lâche le mental, on va vers l'émotionnel, on lâche le parfait, la perfection, on va vers le sensible, vers l'intuitif, vers ce que je ressens. Et donc, quelques pistes d'intégration concrètes par rapport à ces nœuds, eh bien, il va falloir travailler sur la déloyauté positive. C'est-à-dire, je ne suis plus l'experte de substitution de ma famille, j'exerce mon art à ma juste mesure. Les rituels de restitution maison 9 en Vierge, rendez symboliquement le serment de perfection, le devoir d'avoir raison. Écrivez-le, brûlez-le en sécurité et remplacez-le par des croyances. Je choisis la clarté et la vie. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on peut travailler en Theta Healing, en séance, d'aller ancrer des nouvelles croyances, d'aller débusquer les croyances, l'héritage familial sur les croyances. Et ensuite, vous pouvez avoir une petite phrase un peu, une phrase rituelle, quoi, pour vous ancrer, qui va être dans cet axe un peu de Jupiter, Mars. Je n'ai pas à convaincre, j'ai à rencontrer. Mon action est mesurée, mon éthique est vivante. Vraiment, lâcher cet héritage, cette rigidité finalement familiale, transgénérationnelle, qu'on a pu vous transmettre symboliquement et pas forcément via des discours. Hein. Tout ça se fait de façon intracellulaire. Voilà ce que je pouvais aborder. Je l'ai dit, je ne rentre pas dans tous les détails. C'est un thème vraiment extrêmement intime, extrêmement profond. Mais il y a déjà de belles pistes de réflexion, je pense. Ensuite, eh bien, il serait intéressant d'aller voir plus loin dans la carte déjà vos besoins. Quels sont mes besoins? Et donc là, la Lune, on va aller parler de la Lune. Qu'est-ce que je dois incarner? Quel est mon chemin de vie? Et du coup, comment je mets mon histoire familiale au service de mes accompagnements holistiques? Ça serait extrêmement intéressant d'aller encore plus loin. Bien évidemment, il serait passionnant d'aller dans cet arbre généalogique, dans cet arbre familial, et d'aller faire ce travail d'enquête, de voir l'héritage que vous portez, qui ne vous appartient pas, et comment on peut le transcender, et comment on peut faire ce travail de réappropriation, de libération à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me répondre par mail, à m'envoyer un message s'il y a un besoin quelconque. Et bien évidemment, je reste à votre disposition. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je rappelle que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via le lien en dessous la vidéo pour participer le mois prochain. C'est tous les premiers vendredis du mois que j'offre une séance de 30 minutes, une séance flash de coaching astro-stratégique où vous amenez votre problématique. Ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être besoin d'y voir clair sur votre situation personnelle, votre situation professionnelle. Eh bien, on va voir tout ça sur une séance de 30 minutes. Si vous êtes tiré au sort,
Bien évidemment, vous avez tout le mois pour vous inscrire. Et puis, une fois que le tirage au sort est fait, les compteurs repartent à zéro et donc vous devez vous réinscrire à nouveau, re-remplir le petit questionnaire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour les clés du réajustement.